à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va concerner le système immunitaire dans le programme de cycle 4 niveau 3e. Alors cette vidéo va se baser sur le chapitre B qui s'intitule La lutte contre les micro-organismes pathogènes et infections. Donc on va travailler sur cette lutte contre ces micro-organismes pathogènes qu'on a vu dans le chapitre précédent et sur l'infection. C'est quoi une infection? Et cette vidéo va se baser sur cette première partie du chapitre B, c'est-à-dire les différentes défenses du corps humain. Pour ça, je vais me baser sur une activité, et cette activité s'appelle les réactions rapides et lentes du système immunitaire. Parce que nous allons le voir, il y a deux types de réactions immunitaires. Et donc le problème, c'est comment notre corps réagit au contact des micro-organismes. Donc cette activité va se baser sur une situation de départ. Alors j'ai pris l'exemple d'un cas concret. Donc en jouant sur la plage avec sa sœur, Ethan s'est coupé au talon. Cela lui a paru sans gravité, il n'a pas désinfecté sa blessure. Quelques temps plus tard, il ressent une grosse fatigue et de la fièvre. Sa plaie est douloureuse et du pus s'en échappe. Inquiet, il en parle à ses parents qui le conduisent immédiatement chez le médecin. Celui-ci annonce que le garçon a une infection et pour confirmer son diagnostic, il demande une analyse de sang, un frottis sanguin et un frottis de pus. Ethan explique au médecin qu'il s'est déjà blessé mais que ça n'a fait qu'une simple plaie suivie de l'apparition d'une croûte. On veut essayer de comprendre comment le système immunitaire d'Ethan réagit. Le but c'est de travailler sur 3 ateliers qui permettent d'expliquer à Ethan comment a réagi son corps à la suite de sa blessure. Et le but de l'analyse des documents, c'est une définition du système immunitaire, donner les acteurs de notre système immunitaire, les deux types de réponses du système immunitaire. J'ai dit que c'était un bon moyen, une bonne activité pour travailler sur le microscope et notamment d'étudier le sang au microscope. On va commencer dans un premier temps par un atelier numéro 1 où justement on va parler de ce qu'on appelle le diagnostic et en même temps, on va voir des observations microscopiques. Alors, pour faire un diagnostic, c'est très simple, on peut se baser sur une simple prise de sang. Donc, on a au niveau des cellules sanguines, donc ce qui se trouve dans le sang, dans nos vaisseaux sanguins, on a les hématies, les globules rouges. On a 4,5 à 4,8 millions de globules rouges par 1 millimètre cube de sang. Et après, on a les valeurs d'Ethan il y a une semaine, et d'Ethan après la visite chez le médecin, donc c'est-à-dire après sa fameuse blessure. On constate que les valeurs en globules rouges ne changent pas vraiment, elles restent dans les valeurs normales. On constate donc que les globules rouges n'ont pas vraiment une action dans la blessure. Par contre, on a une autre ligne, séparée en deux également, qu'on appelle les leucocytes, ou les globules blancs tout court. Dedans, pour simplifier, pour le niveau 3e, on a d'un côté les phagocytes et de l'autre côté les lymphocytes. Et qu'est-ce qu'on constate? Alors pour les phagocytes, les valeurs normales, c'est à peu près 5000. Le sang d'Ethan avant une semaine, on a 8000, qui est quand même très supérieur à la norme. Et après la visite chez le médecin, donc après la semaine où il a eu sa blessure, où il a commencé à avoir la fièvre, etc., on n'a plus que 6000 phagocytes. Donc a priori, déjà dans un premier temps, les phagocytes ont un rôle assez rapide lorsqu'il y a une blessure. Ensuite pour les lymphocytes, on a une moyenne entre 1500 à 4000. Ethan a 1900, ce qui est une valeur normale une semaine avant d'aller chez le médecin, et 7500, donc a priori, après la blessure, sa forte fatigue et sa fièvre, en tout cas il y aurait un lien avec les lymphocytes. Alors justement, continuons dans cette optique-là. Alors ça, évidemment, c'est une photo qui est tellement banale quand on se blesse. Donc on a ce qu'on appelle une plaie inflammée. Et vous avez sans doute remarqué le fameux quatuor lorsqu'on a une blessure. C'est ce qu'on appelle la réaction inflammatoire. C'est rougeur, gonflement, chaleur et douleur. Et ça montre que le corps réagit. Et cette réaction inflammatoire est excessivement importante puisque c'est elle qui va entre guillemets attirer les globules blancs sur la zone de la plaie, comme par exemple les phagocytes, comme on va voir un peu plus tard dans l'atelier numéro 2. Et par exemple, quelquefois il peut y avoir du pus qui apparaît. Donc qu'est-ce que c'est que le pus?
C'est un liquide, en général c'est le liquide qui vient du corps, c'est de l'eau du corps avec un mélange de, comme on peut voir, de bactéries. Les petits bâtonnets violet foncé, et on constate que ces bactéries se multiplient. En fait, le pus, qu'est-ce que c'est? C'est une multiplication de bactéries. Et en plus, on peut voir des leucocytes. Ici, ce sont des phagocytes. On en reparlera un peu plus tard. Donc, le pus, c'est, en fait, ça peut paraître dégueulasse, mais c'est tout simplement, en fait, un combat, entre guillemets, qui se passe entre des bactéries, par exemple, qui se multiplient, et les phagocytes qui vont, on va voir, jouer un rôle pour tuer ces fameuses bactéries. Là, vous avez une photo d'un frottis de pus. Alors, un frottis, qu'est-ce que c'est? On prend une lame mince pour observer au microscope, on prend l'échantillon, on l'étale, on met une lamelle et en fait, on regarde au microscope. Alors, je vous passe la lecture de ce document 4, mais on va voir directement donc un frottis de sang. Donc, voilà ce qu'on pourrait observer. Donc là, on est à un grossissement x 1700. Évidemment, ça a été coloré. La coloration n'est pas totalement naturelle, à part pour les globules rouges, donc les hématies. Donc vous voyez, c'est les petits ronds rosâtres. Alors, on peut constater d'ailleurs que les hématies ne possèdent pas de noyau. Ce sont des cellules qui sont énucléées. En fait, elles ont perdu leur noyau au cours de leur développement. Et on a des cellules un peu plus grosses qu'on a colorées volontairement. Ce sont les fameux leucocytes avec d'un côté les phagocytes et de l'autre côté les lymphocytes. En général, les phagocytes, ils ont un noyau violacé grâce à la coloration qu'on a utilisée entre guillemets en plusieurs parties, en forme de lobe. Et par contre, les lymphocytes, ils ont un noyau en fait bien rond et qui prend quasiment toute la place dans le cytoplasme. Et on va continuer par l'atelier numéro 2. On va parler de la réponse rapide, avec dedans la réaction inflammatoire et la phagocytose. Un petit peu d'histoire des sciences ne fait pas de mal. Donc, je vous fais très rapidement, au 19e siècle, il y a Elie Menshnikov, désolé pour l'accent, qui observa pour la première fois chez les crustacés microscopiques des cellules capables d'incorporer dans leur cytoplasme donc des particules inertes et de les digérer. Et il a baptisé ces cellules des phagocytes. En fait, concrètement, elles mangent des choses qui sont autour d'elles. Et donc, il les a nommés phagocytes pour phagéine, qui veut dire en grec ancien manger, tout simplement, et kytos, cellule. Alors, il émet donc l'hypothèse que ce sont ces cellules-là qui peuvent participer à la défense du corps. Et effectivement, ça a été montré beaucoup plus tard que parmi les leucocytes, on a ces fameux phagocytes, et donc son hypothèse était validée, et ces phagocytes vont agir pour défendre le corps, où on a la réaction inflammatoire. Alors voici une photo d'une observation au microscope électronique à balayage. Cette technique permet un fort grossissement et permet de voir en 3 dimensions. Alors attention, ici c'est de la fausse couleur. Un ordinateur va récupérer les données du microscope électronique et va fabriquer une image, mais une image en noir et blanc. Et en général, on rajoute de la fausse couleur derrière pour améliorer l'observation des structures. Et donc là, on voit tout simplement un phagocyte, donc sur une surface pleine, on n'est pas du tout dans le sang. Donc là, on voit la cellule qui fait des prolongements, qu'on appelle les prolongements cytoplasmiques, donc qui crée des sortes de bras, qui va permettre d'aller capturer, entre guillemets, les fameuses bactéries qui sont rouges ici. Voilà. Et dans le corps, c'est littéralement comme ça que ça se passe. Ces phagocytes ont la capacité de déformer leur cytoplasme pour aller manger par exemple les bactéries ou d'autres micro-organismes comme des parasites, tout ce qui est protozoaires, amibes, etc. ou alors les virus, tout simplement. Alors voici un schéma justement simplifié de ce que font les phagocytes, c'est-à-dire la phagocytose. L'action d'absorber et de digérer les substances étrangères. Donc le phagocyte va reconnaître par accolement la bactérie ou le corps étranger qui doit être détruit. Il va l'absorber, donc ça va faire une poche dans le cytoplasme. Après, il y a des petites poches pleines de sucs digestifs qui vont venir digérer la bactérie ou le corps étranger qui doit être mangé et digéré. Et le phagocyte éjecte tout simplement les déchets à l'extérieur qui peuvent être réabsorbés par d'autres cellules. Alors je vous propose ici une petite vidéo, une vieille vidéo, où on voit en fait un phagocyte dans le sang a priori, qui va faire la course entre guillemets à la bactérie et qui finit par la manger et qui va la digérer. Voilà, c'est toujours mieux d'avoir une petite vidéo pour voir comment ça se passe en réalité.
Voici une autre vidéo où on voit bien en fait là-dedans les mouvements du cytoplasme. On voit bien qu'il y a plein de molécules qui se déplacent, donc tout le liquide cytoplasmique qui se déplace, et le phagocyte qui se déforme pour aller essayer de récupérer tout simplement le fameux corps étranger qui leur est détecté pour le neutraliser et donc le manger. Hein. Donc là, alors je pense que c'est un protozoaire, hein, c'est pas une bactérie, et qui est tout simplement là, bloqué et qui est en train de se faire enfermer dans une poche cytoplasmique. Et là, malheureusement, il ne pourra plus rien faire et il va se faire tout simplement digérer après par les sucs digestifs fabriqués par le phagocyte. Alors maintenant, on va remettre la phagocytose dans le contexte de la réaction inflammatoire. Donc là, vous avez un schéma très simplifié de ce qui se passe, par exemple, au niveau de la peau. Donc vous avez les bactéries en violet qui représentent le microbiote, et vous avez plein de petits vaisseaux sanguins qui passent sous la peau. Bon, vous avez une zone lésée, vous vous blessez tout simplement. Les bactéries vont pénétrer malheureusement dans le corps, et on va avoir donc une zone inflammatoire donc qui va attirer les phagocytes. Alors il y a déjà des phagocytes sur place qui vont eux commencer à venir s'occuper des bactéries, et ces premières cellules de défense vont envoyer des signaux à travers le sang pour pouvoir en attirer d'autres, bien d'autres, pour qu'on ait en fait un arrivage massif de phagocytes, entre autres, hein, et on verra après d'autres leucocytes, qui vont permettre d'essayer d'endiguer l'infection de cette fameuse bactérie. Et c'est pour ça que d'ailleurs on a mal, parce que les phagocytes vont activer les terminaisons de la douleur. Cela va donner un signal à notre cerveau qu'on a une blessure quelque part, qu'il faut faire attention, qu'il se passe quelque chose dans le corps. Ça sert à ça la douleur, hein. C'est pas juste pour nous faire mal et voilà, non, c'est vraiment, la douleur est là pour montrer qu'il y a un problème au niveau du corps, qu'il se passe quelque chose, qu'il faut faire quelque chose. Ensuite, pourquoi rougeur, chaleur et gonflement? Tout simplement, ça va dilater les vaisseaux sanguins. Les phagocytes avec leurs messagers chimiques vont faire gonfler les vaisseaux sanguins, ce qui va apporter plus de sang, donc ce qui va faire rougir la zone. Puisqu'ils sont dilatés, les vaisseaux sanguins vont gonfler et donc ça va faire gonfler la peau. Et la chaleur vient du fait qu'on a dilaté le vaisseau sanguin, donc il y a plus de sang qui circule, donc il y a plus de chaleur, puisque je rappelle que le sang permet entre autres de réguler la chaleur corporelle. Voilà, d'où cette réaction inflammatoire qui est essentielle. Et on constate que avec la dilatation du vaisseau, eh bien, ça va attirer donc les phagocytes et d'autres leucocytes, et ils vont pénétrer à l'intérieur de la zone qui doit être défendue, et ensuite ils vont agir, et comme vous pouvez le voir, ils vont commencer leur phagocytose à phagocyter les bactéries pour endiguer l'infection. Les phagocytes ont fait leur travail, ils ont fait leur travail nickel. Mais malheureusement, quelquefois, ils ne suffisent pas. Et donc, il va falloir utiliser une deuxième ligne de défense, qu'on va appeler la réaction lente. Là, c'était relativement rapide comme réaction. On est blessé, gonflement avec chaleur, rougeur et douleur. Les phagocytes arrivent, se chargent du problème, et voilà. C'est très rapide, très rapide. Mais quelquefois, les phagocytes sont impuissants. Et donc, il va falloir passer par la réponse lente. Et atelier 3, donc on va parler de la réaction lente. Et comme vous vous êtes rendu compte qu'on a parlé des phagocytes, mais on n'a pas parlé des autres types de leucocytes, c'est-à-dire les lymphocytes. Et c'est là qu'ils vont rentrer en jeu. Qu'est-ce qu'a fait le médecin à Ethan? Alors, pour voir qu'il y a bien une infection, en général, on va ausculter le patient. Alors là, vous avez une photo avec la représentation d'un médecin qui va palper des ganglions au niveau des aisselles, mais en général, on palpe aussi au niveau du cou, hein. Quelquefois, on a ces petites boules un peu dures quand on est malade ou quand on est enrhumé. C'est tout à fait normal. Et ce sont les ganglions qui sont gonflés. Et ça indique qu'on a eu une infection. Donc, il va falloir regarder au niveau de ces ganglions. Alors, on appelle ça les ganglions lymphatiques, puisqu'ils participent au système lymphatique. Alors, le système lymphatique, ce sont des vaisseaux, comme les vaisseaux sanguins,
C'est un, entre guillemets, c'est un système circulatoire bis du corps. Nous avons la circulation sanguine et en parallèle, on a les vaisseaux lymphatiques. Ce système lymphatique est en association avec aussi le système immunitaire. Donc, vous avez à gauche les deux organes qui sont le lieu de formation et de transformation des cellules de l'immunité. En gros, les phagocytes et les lymphocytes. Vous n'êtes pas censé savoir que dans la moelle des os, on a de la moelle rouge à l'intérieur des os. Cette moelle osseuse rouge, c'est là où va se fabriquer la plupart de nos cellules sanguines, les globules rouges et les globules blancs, les leucocytes. Et on a le thymus, c'est une petite glande située à peu près au niveau des poumons, et c'est un lieu où vont se transformer certains lymphocytes. Et après, on va avoir des lieux de stockage. Ces fameux lieux de stockage que palpe votre médecin, ce sont les amygdales, au fond de la gorge, les végétations au niveau du nez, c'est le petit point jaune qu'il y a au niveau des voies nasales, et on a aussi les ganglions du cou. On a les ganglions au niveau de l'aisselle, pour ça qu'on palpe aussi l'aisselle. On a la rate, on a plein de ganglions au niveau des intestins, ce qui est normal parce que c'est une des voies principales de contamination. Donc autant avoir plein de ganglions à des endroits où on peut avoir des bactéries ou des virus qui peuvent rentrer. Et enfin, on a des ganglions aussi au niveau de l'aine. Vous avez deux photos de ganglions. À gauche, un ganglion sain, et à la suite d'une infection, on a le ganglion qui gonfle tout simplement, on a les lymphocytes qui vont se multiplier. Donc en fait, c'est que le ganglion est infecté et en fait, le corps a réagi. C'est notre deuxième ligne de défense. Alors le problème de cette seconde ligne de défense, ça demande une augmentation du nombre de lymphocytes, donc une multiplication. Et il faut aller les activer, ces lymphocytes, qui se trouvent dans les ganglions, qui se trouvent donc à un endroit peut-être différent de la blessure. Donc tout ça, ça met du temps puisque les phagocytes, il faut qu'ils envoient un message aux ganglions et donc aux lymphocytes pour dire hey, on a une attaque quelque part, multipliez-vous, et ensuite les lymphocytes vont venir faire leur travail. Donc c'est une réaction qui est beaucoup plus lente parce qu'il y a beaucoup plus d'étapes de mise en réaction. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Donc après contamination, un micro-organisme peut pénétrer à l'intérieur du corps, se multiplier et rendre malade la personne. On parle d'infection. Donc il faut bien comprendre que l'infection vient après la contamination si rien n'a été fait et que malheureusement le micro-organisme se développe et se multiplie à l'intérieur du corps. Le corps réagit et reconnaît en permanence la présence d'éléments étrangers grâce à son système immunitaire constitué de certains organes, comme les ganglions lymphatiques et des globules blancs, qu'on appelle aussi les leucocytes. Il existe deux types de réponses immunitaires. Une réaction rapide, qu'on dit aussi non spécifique. On va avoir une réaction inflammatoire qui est locale, qui attire les phagocytes agissant par phagocytose, qui permet le plus souvent de stopper l'infection grâce aux phagocytes appelés. Et pourquoi non spécifique? Parce que ça agit sur tous les corps étrangers qui doivent être détruits ou éliminés. Et une réaction plus lente, où d'autres leucocytes vont agir après activation, ce qu'on appelle les lymphocytes, et vont se multiplier en grand nombre, ce qui entraîne le gonflement des ganglions. J'espère que tout a été clair, je vous souhaite bon courage pour la suite, et à une prochaine.